Bonsoir, mesdames, messieurs, derrière les écrans. Je vais lancer la présentation sans tarder. Et je vais vous laisser apprécier cette petite vidéo sans dire plus que ça, parce que vous êtes certainement toutes et tous familiers avec ces situations-là. Je vais interrompre la vidéo à ce moment et j'aimerais inviter et remercier chaleureusement Kurt. Kurt est un patient que j'ai opéré un 1er août, il y a 2 ans, et qui a une longue expérience, un long vécu cardiovasculaire, qui était au bénéfice de traitement par stent, et finalement le 1er août 2018 de pontage coronarien. Et j'aimerais vraiment chaleureusement inviter et remercier d'être ici présent ce soir parmi nous, Kurt, afin qu'il puisse nous donner son témoignage de cette situation qu'il a vécue et qui me semble extraordinaire. Merci beaucoup, Kurt, d'être parmi nous ce soir et je vous propose de me rejoindre. Merci, professeur Hubert. Merci pour l'invitation aussi et bonsoir à tous ceux derrière l'écran. On vit une période difficile, comme on sait tous, donc on est en train de faire ce qu'on peut là. Alors, mon nom est Kurt Thiel, j'ai 65 ans et comme professeur Hubert vient de dire, j'ai eu un accident assez sévère il y a un petit peu plus de 2 ans. J'ai été aussi l'heureux bénéficiaire d'un sauvetage hors norme qui vaut la peine d'être raconté ici. Donc, je vais vous raconter mon témoignage d'un survivant arrêt cardiaque sauvé par des premiers répondants. Je me trouvais au bien milieu du lac Le Mans avec 2 copains. On venait de passer un après-midi de faire du wake surf et on avait une petite pause derrière nous. Vincent voulait encore faire une dernière passe avant de rentrer à la maison. Je m'assieds au cockpit, j'attends son signal pour partir et qu'est-ce qui se passe? Les lumières s'éteignent. Je ne suis plus là. Je n'ai pas eu de signe quoi que ce soit comme quoi j'allais partir dans les vapes. Maxime, qui était dans le bateau avec moi, a vu ce qui se passait. Il a rappelé Vincent à bord. Et entre les deux, ils se sont relayés. Massage cardiaque, conduire le bateau, massage cardiaque, pendant 8 minutes pour rallier le port de Prangin. Arrivé dans le port de Prangin, à vive allure, un jeune du club de voile a vu ce qui se passait et une fois le bateau amarré, il a sauté à bord, il a dit « je prends la relève ». Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Julien vient d'une famille d'infirmières. Il savait exactement quoi faire. Maxime et Vincent sont des commandants de bord d'une compagnie aérienne basée à Genève, donc très bien formés à l'intervention rapide. C'était, comme on dit en anglais, « my lucky day ». Ils savaient tous quoi faire et ils ont tout fait correctement. Julien, avant de sauter dans le bateau, il a envoyé son copain chercher un défibrillateur au port de Prangin. Les ambulanciers sont finalement venus et ils m'ont ravivé après le 5e tentative de défibrillateur. Donc mon cœur était effectivement arrêté pendant 15 minutes ce jour-là. Je veux dire que l'événement en soi, je n'ai pas vécu, bien sûr, c'est le témoignage qui vient de sortir. Mais en reprenant conscience, Maxime, dans le bateau, il m'a demandé si je voulais boire quelque chose et il m'a demandé le code du moteur. On n'a pas de clé, on a un code. J'étais un peu perturbé, pourquoi il me demande ça. Je lui ai donné le code et j'ai entendu un long, immense soupir de soulagement, si vous voulez, ce qui m'a indiqué que quelque chose de grave était arrivé. Entre-temps, les ambulanciers sont arrivés, ils m'ont stabilisé, l'hélicoptère est arrivé et ils m'ont transporté à l'hôpital HUG. Et là, j'ai passé la nuit aux soins intensifs. Et si mon souvenir est correct, c'est le matin du 1er août que professeur Hubert et son équipe m'ont opéré. Le diagnostic, c'était les 2 artères coroniennes bouchées à 80% et donc un triple pontage. Maintenant, je pense souvent au jour avant. J'étais au plein milieu du lac avec mon épouse. La fin de l'histoire aurait été complètement différente si l'accident serait arrivé ce jour-là. Donc, grâce à l'intervention de tous les intervenants qui m'ont volontairement prêté secours,
je me suis sorti sans conséquences graves. Assez rare, on me dit, après un arrêt de cœur d'aussi longtemps. Après ma convalescence, j'ai pris sur moi de contacter la commune de Prangin, simplement pour dire, écoutez, moi j'ai eu beaucoup de chance avec mon accident, mais il n'y avait pas de défibrillateur au port. 6 mois plus tard, on avait le défibrillateur et la commune a organisé des cours de formation pour le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. Donc, très très bien. Donc, inutile de dire que je suis un homme très très chanceux. Toute la chaîne a merveilleusement fonctionné ce jour-là et j'ai pu continuer ma vie auparavant en faisant des ajustements, comme on vient d'en parler, au niveau activité physique, ce qu'on mange, etc., etc. Donc, je vous laisse sur une très belle note de fin. 2 semaines après l'opération, j'ai pu accompagner ma fille à l'église pour se marier. Donc, un homme heureux. Et j'y pense souvent que si la fin de cette histoire n'aurait pas été comme ça aurait été quand même pas du tout si sympa. Donc, je disais avant et je dis aujourd'hui encore, carpe diem, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Merci. Cher Kurt, vous m'avez autorisé, alors je vais sortir de ma présentation rapidement pour montrer une petite vidéo que vous m'avez autorisé à montrer ce soir, qui est, alors pas que le mariage de votre fille, mais qui aussi montre bien le happy end après la chirurgie cardiaque. Une vidéo qui m'a fait très très chaud au cœur. Évidemment, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir comme chirurgien, c'est d'avoir un patient qui, après son opération, se remet à faire ce que j'arriverai jamais à faire de ma vie d'ailleurs, du wakeboard derrière un bateau. Je ne sais pas si c'est avec les mêmes copains qui vous ont sauvé la vie, mais bravo, c'est super. Et puis merci encore une fois d'être parmi nous ce soir et d'avoir témoigné de votre vécu. Voilà, je vais retourner sur ma présentation. Cette présentation, elle est surtout là pour vous donner un message clé, et ce message clé est le suivant. Ce message clé, c'est comme Kurt nous a dit, la vie ne s'arrête pas, Covid ne s'arrête pas non plus, mais malgré le Covid, votre vie doit continuer et votre pathologie, elle, ne s'arrête pas non plus. Alors, nous tomberons tout autant malades du cœur, différents organes, il faut en prendre soin. Et puis surtout, il faut les écouter. Et puis ce soir, je vais vous dire comment écouter votre cœur et pourquoi. Vous aurez beaucoup de ressources d'informations si vous consultez les diverses pages et divers services, autant du service de cardiologie que de mon service de la chirurgie cardiovasculaire, ou encore le service de neurologie et d'autres services des HUG qui vous mettent à disposition une grande quantité d'informations sur les pathologies. Je vous invite à aller consulter ces pages qui sont faites pour vous informer. Alors pourquoi on parle des maladies cardiovasculaires ce soir? C'est parce qu'elles sont la première cause de mortalité en Suisse. Les maladies qui touchent le cœur, les vaisseaux, c'est la première cause de mortalité en Suisse. Et il faut en parler. Il faut en parler et surtout, il faut que vous appreniez à écouter votre corps, votre cœur, vos vaisseaux quand ils vous parlent. Et j'aimerais vous donner ces quelques informations de manière plutôt ludique et simple. Comment votre cœur vous parle et comment vous pouvez être à son écoute. Évidemment, comme chirurgien cardiaque, nous avons l'opportunité de côtoyer cet organe merveilleux tous les jours, en live, pendant les opérations qu'on fait sur les cœurs, qu'on arrête pour les opérations et qu'on remet en route par la suite. Et j'aimerais partager un peu cette fascination personnelle que j'ai, mais que mes confrères chirurgiens cardiaques et confrères cardiologues ont, cette passion de pouvoir s'occuper de cet organe merveilleux. Cet organe merveilleux, il se contracte 60 fois par minute. Et à chaque contraction, il va éjecter plus ou moins 60 millilitres. Vous allez dire, oh, c'est pas beaucoup, 60 millilitres, mais ça nous ramène quand même à 8 millilitres par jour. Et ceci, et ça c'est assez incroyable, sur un trajet complet de 100 000 km. C'est-à-dire que le système cardiovasculaire, si vous allez additionner tous les petits morceaux d'artères et de vaisseaux que vous avez dans le corps, vous allez arriver à un trajet, un réseau de 100 000 km. Pour mettre ces chiffres un peu en relation, 100 000 km, c'est 2 fois le pourtour de notre Terre, ou encore
Si vous additionnez ces 60 millilitres que le cœur éjecte à chaque battement, vous allez arriver à 2,5 milliards de battements dans une vie, on va dire un âge moyen de 80 ans, et à 151 millions de litres que ce cœur a propulsé à travers 100 000 km. Ça correspond à la moitié du volume de ce supertanker Alexandre le Grand. C'est l'effort que ce cœur va fournir sur une vie de 80 ans. Évidemment, ceci le fait silencieusement. Il le fait sans jamais demander d'huile, sans jamais d'avoir de service. Et c'est une des raisons pourquoi cet organe magnifique et merveilleux et très honnête, tout à coup, pourrait tomber en panne. Et c'est là qu'il va commencer à vous parler. C'est là qu'il faudra apprendre à l'écouter. Et il est très franc. Il n'y a pas beaucoup de vocabulaire, mais il va vous parler en vous disant « j'ai mal ». La douleur thoracique que vous allez ressentir, qu'on appelle aussi l'angine de poitrine ou l'angor, ou bien encore, il va s'exprimer par un manque de souffle. Tout à coup, il vous manque le souffle, vous arriverez à moins bien monter les escaliers. Évidemment, ça peut être du Covid, mais la probabilité que ça soit autre chose que le Covid, que ce soit plutôt le cœur qui parle ou les poumons, est plus élevée que ça soit le Covid. Alors encore une fois, le message, malgré le Covid, ne tardez pas, venez, allez voir votre spécialiste, venez nous voir. Parlez-en à votre médecin traitant et n'oubliez pas que la maladie progresse malgré le Covid. Encore un autre symptôme, c'est la perte de connaissance. Quand le cœur va être plus en mesure de propulser le sang dans le cerveau, il n'y aura pas assez de sang qui arrive au cerveau, il va mettre l'organisme à plat afin de récupérer, c'est-à-dire vous allez perdre connaissance, c'est un mécanisme physiologique, ou bien encore des palpitations, le cœur qui tout à coup tape de manière irrégulière, normalement on ne ressent pas son cœur taper ou battre, et là quand vous sentez des palpitations, il faut se demander pourquoi, et puis encore les fatigues et faiblesse des jambes. Maintenant, c'est très simple, je résume sur les 3 symptômes principaux, c'est le manque de souffle, c'est la douleur thoracique ou encore la perte de connaissance. Et on va illuminer en fait l'origine de ces symptômes à travers le cœur comme organe et ses pathologies de manière, comme j'ai dit, ludique et simple. Le cœur est composé d'un gros muscle qu'on appelle, nous, le myocarde. C'est un muscle qui crée le ventricule gauche et le ventricule droit. Vous savez que le cœur est fait de 2 ventricules, de 2 pompes qui sont une contre l'autre pour former le cœur. Et ce muscle, lui, est irrigué par ce qu'on appelle les coronaires. Les coronaires sont les vaisseaux, les artères qui vont amener le sang avec l'oxygène dans ce muscle incroyable. Et le mot vient de la couronne, parce que ces coronaires ont une forme de couronne, sont configurés de manière à se répartir sur la surface du cœur. Et le muscle, on parle là d'une coronaire gauche qui est ce qu'on appelle un tronc commun. C'est le début commun qui va donner naissance à 2 vaisseaux. Un, l'interventriculaire antérieur, c'est un nom un peu compliqué, mais qui désigne l'artère qui, elle, est entre les 2 ventricules, interventriculaire, et encore donner lieu à une artère qui s'appelle l'artère circonflexe, parce qu'elle, elle fait la circonférence du cœur. Et puis, on aura une coronaire droite qui fait un peu la même chose que la coronaire gauche, en plus petit, c'est la petite sœur pour le côté droit du cœur. L'autre composante du cœur, c'est les valves. Les valves s'assurent que le sang bouge en direction monodirectionnelle et tous ces composantes-là peuvent tomber malades et je vais vous montrer ce qui arrive. Alors, encore une fois, le réseau coronarien, la couronne du cœur, qui va pouvoir entraîner comme symptôme typiquement l'angor, c'est-à-dire beaucoup de patients que je vois en consultation me décrivent cette douleur comme un camion qui serait garé sur leur poitrine ou encore un serrement, sachant que ce symptôme peut être aussi des fois un peu moins typique, c'est-à-dire on peut ressentir au niveau épigastrique, c'est la partie juste en dessous du thorax, là où serait l'estomac, typiquement après le repas. Par exemple, ces douleurs ou oppressions thoraciques, on les nomme angor ou angine. En sachant que sur 20% des patients diabétiques, cette douleur n'est pas ressentie suite à une neuropathie, une maladie des nerfs, et ils auront une dyspnée, c'est-à-dire un manque de souffle, au lieu de ressentir une douleur qui sera l'expression d'une maladie coronarienne. Et j'aime bien cette illustration faite par un illustrateur qui s'appelait Netter, que je montre régulièrement aux étudiants, mais je pense que
ensemble, on arrivera à interpréter aussi bien qu'avec les étudiants en médecine. Vous voyez ici un monsieur d'un âge moyen qui sort d'un restaurant, certainement d'une soirée bien arrosée. Il va monter quelques escaliers, quelques marches d'escalier pour sortir du chaud et d'arriver dans le froid. Il a probablement une profession à stress, il voyage beaucoup, il porte une valise qui montre qu'il est en voyage, beaucoup d'éléments qui sont des éléments d'effort, soit physiques, soit émotionnels, et à l'origine d'un angor. Alors, il lui manque bien évidemment la cigarette qu'il aurait jetée, mais j'ai dû découper cette partie de l'image. Et puis il manque quelque chose de très, très important sur cette image. C'est la prochaine slide qui vous la montre. C'est Madame A que le professeur Herret vous a présenté. Parce qu'on ne montre toujours que les hommes qui tombent malades du cœur. Mais les femmes, surtout après la ménopause, sont tout à autant aussi au risque d'une pathologie cardiaque grave que les hommes. Chez la femme, ce n'est pas toujours la grippe et le monsieur, c'est toujours l'infarctus. On a vu ceci dans de nombreuses publications. Les femmes ont les mêmes risques d'être porteuses d'une maladie cardiovasculaire, raison pour laquelle il faut en prendre tout aussi soin. Voilà, l'angine de poitrine désigne une sensation de serrement, d'oppression, quelque chose qui, ça ne doit pas être une douleur aiguë, c'est quelque chose qui vous dit que votre thorax est trop étroit tout à coup. Et il faut éviter les complications en justement écoutant son corps qui parle, parce que les complications sont l'infarctus du myocarde, des troubles du rythme qui peuvent aller jusqu'à des troubles mortels, l'arrêt cardiaque, ou bien encore l'insuffisance cardiaque qui s'installe progressivement. Alors là, on est dans l'alerte code orange. On en parle beaucoup de ces alertes orange et rouge par rapport au Covid. Là, on est dans le rouge actuellement et on va parler de cette angor ou de cette angine de poitrine qui est, elle, stable et que déclenchée par l'effort ou une charge physique ou après un repas lourd, comme par exemple chez le monsieur qui vient de sortir de son restaurant. Quand on progresse, on va dans l'alerte rouge. C'est-à-dire là, ça devient grave et on a l'angor ou l'angine de poitrine, mais maintenant, on va la nommer instable, c'est-à-dire qu'elle déclarera, même au repos, la nuit, peut vous réveiller, elle va être progressive rapidement, on parle d'heures, et sans raison apparente finalement. Et cette angine de poitrine instable est un premier signe qui pourrait, un signe de précurseur vers l'infarctus. Et là, il y a urgence, code rouge, appelez le 144 sans hésitation et sans tarder. Tout angor ou angine, en fait, de nouveau, alors la première fois que vous avez ce serrement dans la poitrine, ou encore au repos, ou en augmentation, que nous, on appelle crescendo, est un angor instable et peut être un précurseur d'un infarctus qui s'installe. Voilà. Maintenant, l'origine de ces symptômes et de cette pathologie, en fait, c'est beaucoup de la tuyauterie de quoi je vous parle ici. Cette tuyauterie, c'est vos canalisations à la maison, sous le siphon, qui sont en train de se boucher. C'est un peu la même chose qui va se passer dans vos artères au niveau du cœur. Les coronaires vont avoir tendance à commencer à créer des plaques d'athéromatose, c'est des plaques de mélange de graisse et d'autres composantes, et ces plaques vont grandir. Au début, il n'y aura aucun symptôme. Quand elles seront assez grandes et qu'il y aura déjà une réduction du flux à travers ces artères, vous allez ressentir justement cette angine de poitrine au début stable, et puis à fur et à mesure que cette plaque prend de l'ampleur, ce symptôme va devenir instable. Finalement, le dernier événement, c'est que cette plaque se bouche, la lumière résiduelle se bouge par exemple par un caillot, ou encore la plaque elle-même qui se rupture et qui va se déverser dans le réseau plus lointainement et boucher complètement la périphérie et commencer à établir un infarctus. L'infarctus, c'est rien d'autre qu'une nécrose, qu'une destruction au début encore réversible et pas très rapidement irréversible du muscle du cœur et qui va faire que finalement ce cœur devient dysfonctionnel et pourra entraîner une insuffisance cardiaque. Alors voici le bouchon, hein, c'est finalement rien d'autre qu'un bouchon sur les autoroutes, et puis plus que cette circulation est lente, plus qu'il y a des symptômes, et au moment où ça ne bouge plus du tout, bon là il n'y a plus de sang qui passe, plus d'oxygène, et le cœur et le muscle qui va souffrir de manière irréversible. Alors, vous voyez là un typique exemple d'une injection, ce qu'on appelle une coronarographie dans le réseau coronarien gauche, et vous constatez que le noir, c'est le produit de contraste qui s'illumine,
Et vous constatez là que tout au début du vaisseau, en fait, il y a presque plus de noir, que le vaisseau est devenu extrêmement fin. C'est l'IVA avec une sténose qu'on nomme très proximale. Et là, il faudra traiter. Et puis pour traiter ce type de lésion, nous avons 2 outils, soit les stents, c'est-à-dire un grillage métallique qu'on va mettre à l'intérieur du vaisseau pour rouvrir ce vaisseau et le garder ouvert, ou encore les pontages chirurgicaux qui sont des nouvelles autoroutes qu'on va construire. On ne va pas toucher la partie lésée ou malade, mais on va aller plus loin afin de construire une route de contournement. Alors les 2 techniques ont leur importance, les 2 techniques ont leur valeur. Et les 2 techniques vont être appliquées d'après la pathologie du patient à sa juste mesure et souvent après discussion interdisciplinaire entre justement cardiologue et chirurgien cardiaque afin de choisir quelle technique est le mieux adaptée pour le patient en question. Alors, pour les pontages coronariens, nous utilisons de préférence des artères. On prend des artères, on se sert toujours sur le patient lui-même. On va prendre des artères qui sont le long de la paroi thoracique, les artères mammaires, ou encore les artères de l'avant-bras, ou bien des veines des jambes du patient qu'on utilisera comme ces nouvelles routes de contournement, ce nouveau pont, les pontages coronariens. Et puis un peu d'eau sur nos moulins au HUG, ce qu'on a mis en place en 2016, vous voyez là sur cette photographie, à gauche une CEC, une machine cœur-poumon, c'est la machine qui nous permet d'arrêter le cœur et continuer d'irriguer le patient lors de l'opération. Et on a réussi d'acquérir et de mettre en place des machines beaucoup plus petites de nos jours, beaucoup plus performantes. Vous voyez que là, le système qu'on utilise est devenu très très petit, c'est une pompe. En fait, la pompe, c'est que cette petite partie blanche, tout le reste, c'est l'ordinateur qui la contrôle, qui nous permet de faire la chirurgie de manière très contrôlée et avec beaucoup moins d'inflammation. Sur cette courte vidéo où il y aura une petite gouttelette de sang, je vous avertis, vous voyez un cœur qui a été arrêté lors d'une opération afin de faire ce qu'on appelle des pontages coronariens. En fait, l'opération que Kurt nous a décrit tout à l'heure, on a ouvert ce vaisseau coronaire droite qui mesure à peu près 1,5 mm. Nous opérons bien évidemment avec des loupes afin de pouvoir voir ce qu'on fait. Et on va anastomoser ou, si vous voulez, connecter un peu ce pontage à l'aide d'un fil qui n'est pas plus grand qu'un de vos cheveux. Et on va utiliser une aiguille extrêmement fine et ce fil afin de anastomoser, connecter ce pontage sur la coronaire malade après l'endroit où elle est rétrécie, bien évidemment. Vous voyez la partie jaune, c'est le cœur, ça c'est les veines du cœur, et là il y a l'artère qui a été ouverte et le pontage qu'on est en train d'anastomoser sur le cœur. Maintenant, ce qui est des 2 autres symptômes que je vous ai mentionnés à l'entrée, c'est le manque de souffle. J'ai mentionné les 20% de patients diabétiques qui ont un manque de souffle comme équivalent d'une douleur qu'ils ne ressentent pas, mais le manque de souffle prend surtout son origine dans les pathologies des valves du patient. Alors ces fameuses valves, elles sont là pour justement gérer ou diriger le flux de manière unidirectionnelle. Le cœur n'est rien d'autre qu'un muscle qui pompe et le sang irait dans toutes les directions. Mais comme il y a des valves, le sang va aller que dans une direction et une valve qui tombe malade, elle aura soit une fuite, soit un rétrécissement. Et les symptômes seront le manque de souffle, la dyspnée, ou encore l'étourdissement et la syncope. Alors on a 4 valves qui sont dans notre cœur, la valve pulmonaire, la valve tricuspide, mais j'aimerais bien me focaliser surtout avec ces dernières quelques slides sur la valve aortique et la valve mitrale, parce que c'est les valves les plus souvent atteintes dans notre région du monde. La valve aortique qui est la valve au milieu entre les autres valves et la valve mitrale qui, toutes deux, sont les valves du système cœur gauche. Alors, comme je vous ai mentionné, finalement, une défaillance ou un dysfonctionnement de ces valves entraîne soit un courant d'air, c'est-à-dire une insuffisance, une régurgitation, ou encore un rétrécissement parce que ces valves deviennent trop petites et ne laissent plus assez bien passer le sang. Voici un exemple d'une valve aortique. Vous voyez là une valve aortique saine qui est composée de 3 feuillets. Normalement, cette structure est comme du parchemin, elle est quasi transparente. Maintenant, quand la valve tombe malade et qu'elle commence à s'épaissir, on appelle ça le rétrécissement ou encore la sténose de la valve aortique. Vous voyez, c'est une sorte de chou-fleur qui fera que ces feuillets extrêmement fragiles et fins deviennent épaissis, calcifiés et ne bougent quasiment plus. Avec ceci,
la surface d'ouverture, cette valve, devient de plus en plus petite. Maintenant, il faut savoir qu'à travers cette valve, il faut que tout le sang, à chaque contraction du cœur, tout le sang qui passe dans votre organisme doit d'abord franchir cette valve à la sortie du cœur. C'est-à-dire que le cœur va, dans un premier lieu, commencer à devenir hypertrophique. Alors, c'est quoi l'hypertrophie? C'est en fait des plaques de chocolat qu'on aime bien avoir sur le ventre, mais qu'on n'aime surtout pas avoir au niveau cardiaque, parce que le cœur va devoir créer plus en plus de muscles afin de pouvoir affronter et surmonter cet obstacle qui lui est imposé par le rétrécissement de la valve aortique. Alors c'est un peu comme Popeye, il y a plus de masse musculaire. Avec plus de masse musculaire, il y a beaucoup moins de place pour que le cœur puisse se remplir et le muscle devient de plus en plus rigide. C'est un cercle vicieux qui d'abord peut être longuement sans symptômes, on appelle ça une période latente, et par la suite, quand les premiers symptômes se déclarent, il y aura une progression très rapide. J'aimerais juste vous montrer ces quelques chiffres très impressionnants pour le rétrécissement de la valve aortique. La mortalité sur 2 ans de cette maladie, quand le patient ressent des symptômes, est de 50%. Sur 5 ans, la mortalité est de 80%. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que nous avons des traitements extrêmement efficaces, autant en cardiologie qu'en chirurgie cardiaque, afin de traiter ces valves de manière efficace et normaliser l'attente de vie de ces patients si on a identifié la pathologie à temps et qu'on l'a traitée à temps. Les chirurgiens, nous, comme outil, nous avons des valves, on remplace la valve malade par une nouvelle valve qui est dite soit mécanique, c'est-à-dire une valve qui est faite de composantes mécaniques, ou bien une valve biologique qui soit parvient du bœuf ou du porcin, qui remplacera intégralement la valve. On utilisera de préférence la valve mécanique pour les patients jeunes, moins de 60 ans, et puis les valves biologiques pour les patients plus âgés, au-delà de 60 ans. Et finalement, avec les 2 dernières slides, je vous présente la valve qui sourit. C'est la valve mitrale. Elle s'appelle la valve qui sourit. Cette valve-là, on va essayer de ne pas la remplacer. Elle sera surtout atteinte d'une fuite. Et puis, on va essayer de réparer cette valve dans plus de 80% des cas. On va découper, vous voyez là, le sourire n'est plus très joli. On va lui découper la lèvre inférieure pour enlever la partie qui ne veut plus sourire. Et on va reconstruire, par ce qu'on appelle une plastie, cette lèvre inférieure, mettre un anneau autour pour consolider le tout. Et vous voyez, on a recréé une valve qui sourit. Là, la valve mitrale a été réparée et elle va vous servir longtemps par la suite. Alors, quand il s'agit de votre cœur, ne jouez surtout pas, et encore moins lors du Covid, à l'autruche, parce que vous avez les cartes en main afin de faire et prendre les bonnes décisions. Allez voir votre médecin traitant en ville et qui, le cas échéant, vous enverra chez nous. Voilà. Votre cœur, prenez-en soin en tout temps et en toutes circonstances. Vous n'en avez qu'un seul. Merci de votre attention.